Bonjour à vous tous. On va attendre une minute avant de commencer. On va attendre que tout le monde arrive. On est très excités de vous avoir ce soir pour ce webinaire sur la douance à l'âge adulte et la psychologie positive. Le chat est ouvert. Vous pourrez écrire vos questions au fur et à mesure. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir d'où vous venez, si vous voulez écrire d'où vous venez dans le chat. Québec, quelle partie? France peut-être ou d'autres pays. Montréal, on a Montréal, Gatineau, encore Montréal, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Trois-Rivières, et ben dis donc, génial. Chicoutimi, Saint-Jean-sur-Richelieu, waouh. Vraiment beaucoup de gens ce soir, UQAM, Richemont, Virginie, ok, Brossard. On est vraiment très excités de vous avoir tous ce soir. Ça va être un beau webinaire. Et puis on a la chance ce soir d'avoir deux présentatrices. On a Marine Miglianico qui est avec nous et Catherine Simon-Paquet. Laurentide, de Québec, et bien dis donc. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. On va bientôt commencer. Je vais vous partager mon écran pour cette présentation. Et on va commencer. Donc, bienvenue à vous tous. Ce soir, la candidate au doctorat Catherine Simon-Paquet et la psychologue Marine Miglianico vont vous présenter un webinaire sur la douance et la psychologie positive organisé par l'Association de psychologie positive canadienne. Ce webinaire vise à démystifier la douance à l'âge adulte en vous présentant à la fois différentes théories et constats issus de la psychologie positive. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. Je me présente, je m'appelle Émile Nuikaert, je serai votre hôtesse ce soir. Je suis candidate au PhD de recherche-intervention en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Je suis aussi la fondatrice du site web The Be New Project, qui est un projet qui vise à démystifier à la fois le bien-être physique et mental. Et je suis étudiante ambassadrice de l'Association de psychologie canadienne depuis cette année. D'ailleurs, j'aimerais vous présenter rapidement le programme d'ambassadeurs. Nous sommes de nombreux étudiants à être impliqués au sein de ce programme. C'est vraiment un programme qui est en plein essor. S'impliquer dans l'Association canadienne de psychologie positive, c'est vraiment une excellente façon d'apprendre finalement comment la psychologie positive peut améliorer à la fois la vie des individus, mais aussi des communautés et des organisations au Canada. L'adhésion étudiante au programme est de 30 $ à l'année. Il y a vraiment de nombreux avantages à faire partie de cette association. Un accès exclusif à une bibliothèque de webinaires éducationnels, des coûts préférentiels pour les événements, les ateliers et les congrès, l'accès à des outils de développement de carrière, mais il y a aussi bien plus que ça. C'est vraiment un programme qui est en plein essor. Je vous conseille de nous rejoindre. La prochaine vague de recrutement aura lieu en mai, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous envoyer un email. Également, il y a déjà une zone dédiée aux étudiants, une section pour les étudiants qui propose des ressources virtuelles où vous pouvez accéder à des outils et des pratiques basées sur la recherche pour améliorer à la fois vos expériences quotidiennes en tant qu'étudiant, et cela quelle que soit la matière que vous étudiez. J'en profite également pour vous présenter le prochain webinaire qui aura lieu le 20 mai, aux mêmes horaires de 19 h à 20 h. Il sera sur la thérapie d'acceptation et d'engagement et présenté par le docteur Valérie Courchel. Aussi un beau webinaire qui s'en vient. Et pour ce soir, comme je vous le disais, on a la chance d'avoir deux présentatrices que vous pouvez déjà voir. On a Marine Miglianico
Elle a été formée en France, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Elle est passionnée par les déterminants individuels et collectifs du bien-être. En plus de ça, elle est psychologue clinicienne spécialisée en douance, en hypersensibilité et dans la gestion des comportements manipulatoires et toxiques. Elle fait partie du comité exécutif du regroupement québécois de psychologie positive. Elle effectue actuellement un doctorat de recherche en psychologie positive co-dirigée en France et au Québec. Et elle a fondé aussi la clinique de psychologie positive de Montréal. Aujourd'hui, elle donne des formations en psychologie positive et on a la chance de la voir avec nous ce soir. On a aussi la chance d'avoir Catherine Simon-Paquet. Elle a été formée au Canada. Elle effectue actuellement un doctorat en recherche en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à la psychologie positive et aux prédicteurs du bien-être et à la satisfaction de vie. Elle partage tout ça à travers son compte Instagram Entropie. C'est aussi un podcast qui est excessivement intéressant où elle peut interviewer d'autres chercheurs qui sont tout aussi passionnés qu'elle. Et récemment, elle a créé le compte Instagram douance.science qui partage des études scientifiques portant sur la douance de l'enfance à l'âge adulte. Donc de beaux projets, de grandes présentatrices ce soir. D'ailleurs, étant donné qu'on a la chance d'avoir 2 présentatrices ce soir, on va faire en sorte de répondre au maximum de vos questions. Vous pouvez les mettre dans le chat au fur et à mesure et on prendra le temps à la fin pour y répondre. Sur ce, on va commencer. Je vais laisser Marine et Catherine commencer ce webinaire. On a vraiment hâte de les entendre. Merci, Emeline, c'est super gentil. Merci. Je vais partager ma présentation. OK. Est-ce que vous voyez bien, Marine, si tu peux me dire? On te voit, OK. on voit bien l'écran, c'est parfait. OK, super. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je m'appelle Catherine Simon-Paquet, je suis étudiante au doctorat à l'UQAM. Donc, je suis super contente en fait de vous présenter ce webinaire-là sur 2 sujets qui me passionnent vraiment, soit la psychologie positive et la douance. Tout d'abord, pourquoi on devrait parler de douance? Depuis quelques années, on voit vraiment plusieurs articles dans les journaux populaires, comme par exemple Les Affaires, Le Devoir, La Presse, qui portent sur la douance. Et on a vu aussi sur le podcast de Jay du Temple, qui est l'animateur d'Occupation Double, une entrevue avec une auteure qui a écrit un livre sur la douance. Malheureusement, il y a quand même pas mal de mésinformations qui circulent sur le web. Donc, on trouvait ça important, en fait, de vous parler un peu des recherches scientifiques qui portent sur la douance. Donc, on voit des termes comme surdoué, doué, zèbre, des surefficients, des phylocognitifs, HP, HPI. On entend aussi parler de double exceptionnalité. En fait, en français, il n'y a pas de définition claire pour la douance, puis on n'a pas non plus un mot exact, en fait, pour traduire le terme giftedness qui est utilisé dans la littérature scientifique. Puis, puisqu'on n'a pas une définition claire et définie, c'est difficile pour nous d'évaluer la prévalence de la douance dans la population. Donc, selon les chercheurs, là, ça va varier entre 2 et 15 de la population générale. En fait, en général, les chercheurs vont définir la douance intellectuelle par un quotient intellectuel, un QI qui est supérieur à 130. Parfois, les chercheurs vont sélectionner leurs participants aussi en regardant leurs résultats à des tests standardisés, comme aux États-Unis, par exemple, à la fin du secondaire, il y a des examens ministériels qui s'appellent les ACTs. Ils vont prendre, par exemple, les gens qui ont eu dans les 2 supérieurs pour sélectionner leur échantillon pour leurs études. Par contre, de plus en plus dans la littérature scientifique, on voit des modèles de la douance qui incluent beaucoup plus que seulement des hautes habiletés ou des hautes aptitudes naturelles. Donc, on va parler de manifestation de la douance. Par exemple, dans les modèles de Renduli, on parle d'engagement envers une tâche. Ça rappelle un peu le flow dont je vais vous parler tantôt, la passion, la motivation, mais on parle aussi de créativité, qui est un autre domaine qui est associé à la douance. Sinon, on rapporte beaucoup les éminences, donc les gens qui sont super performants dans un domaine spécifique. Par exemple, on peut penser à l'inventeur Elon Musk qui a parti Tesla, SpaceX, etc. Souvent, on va l'imaginer comme étant la personne douée par excellence. Mais par contre, dans la littérature, on parle aussi de sous-performance. Ça va arriver quand un élève, par exemple, au primaire, va avoir un QI très, très élevé, mais va avoir des notes dans la moyenne.
Sinon, c'est beaucoup rapporté, en fait, l'ennui. Donc, les enfants vont beaucoup s'ennuyer à l'école ou les adultes vont beaucoup s'ennuyer au travail. Par contre, ces manifestations-là ne vont pas être présentes chez tout le monde. Ce n'est pas toutes ces manifestations-là qui vont être en même temps chez tout le monde. Donc, les manifestations vont dépendre de la personne, du contexte et du moment dans sa vie. Par exemple, un enfant qui est dans une école adaptée pourrait ne pas montrer aucune manifestation qu'on a parlé ici, ou quelques-unes, mais plus tard dans sa vie, quand il va devenir adulte, il pourrait montrer d'autres manifestations. Selon plusieurs modèles, dont celui de Gagné, en fait, la douance, ça serait différent des compétences et du talent. Donc, on va vraiment distinguer la douance comme étant les aptitudes naturelles, dont on parlait tantôt comme le QI, puis le talent ou les compétences comme étant la performance que la personne va avoir dans un domaine précis. Puis la performance ou même les autres manifestations vont dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, François Gagné, là, qui est un chercheur retraité maintenant, mais de l'UQAM, avait identifié plusieurs facteurs. Donc, lui, il avait dit que dans l'environnement de la personne, il y a la famille, il y a l'école, il y a les amis, il y a la famille éloignée. Puis tous ces facteurs-là vont influencer l'enfant et son développement. Donc, selon l'environnement dans lequel l'enfant grandit, il pourrait développer un certain talent ou pas. Puis il y a d'autres facteurs aussi, comme par exemple le hasard, qui va faire en sorte que l'enfant va pouvoir développer sa douance et atteindre un certain niveau de performance à l'âge adulte ou pas. C'est important aussi de considérer la douance comme un processus développemental. Donc, la douance, on pense que c'est présent de la grossesse jusqu'à la fin de vie. Par contre, il y a aussi peu de 13% des études, puis certaines personnes vont parler de 24%, mais il y a une très faible partie des études qui va se pencher sur la période adulte. Donc, la grande majorité des adultes la grande majorité des études se penche sur les enfants, sur le milieu scolaire. Puis aussi, on relève plusieurs limites aux études à l'âge adulte. Entre autres, les personnes qui sont incluses, c'est souvent des hommes blancs de milieux socio-économiques élevés. Il y a très peu de diversité, autant dans les orientations sexuelles que dans les diversités ethniques. Puis, la majorité des études, comme je l'ai déjà mentionné, se basent uniquement sur le QI pour déterminer la douance. Par contre, il y a une recension de littérature qui est parue quand même récemment, là, en 2015, qui avait souligné que les adultes doués avaient certaines caractéristiques distinctes qui sont, dans le fond, différentes de la population générale. Entre autres, ils ont soulevé qu'il y a vraiment une surexcitation intellectuelle. Donc ça vient de la théorie des intégrations positives dont Marine va vous parler un peu plus tard, là, de Dabrowski. Puis, c'est en fait que les adultes vont vraiment chercher une vérité, vont chercher des connaissances en se questionnant beaucoup, en découvrant certaines choses, en analysant plein de choses qui sont dans leur environnement. Ensuite, on voit que les adultes doués vont atteindre des niveaux d'éducation plus élevés que la moyenne. Il y a beaucoup d'adultes doués aussi qui vont préférer rester célibataires et choisir de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est particulièrement marqué chez les femmes. Donc, quand on voit des études avec des femmes douées et des femmes de la population générale, on voit que les femmes douées sont beaucoup plus nombreuses à choisir de prioriser une carrière et de ne pas avoir d'enfants. Il y a aussi des différences marquées dans les carrières que les hommes et les femmes vont choisir. Puis ça, c'est vraiment influencé par les stéréotypes de genre. Donc, on va voir que les femmes vont prendre des carrières qui sont plus reliées à prendre soin des autres, comme par exemple la médecine, alors que les hommes, eux, vont préférer des carrières comme les mathématiques, les sciences, le génie, ce genre de carrières genrées. Sinon, on voit aussi que la psychothérapie, c'est particulièrement efficace chez les personnes douées. En fait, ces personnes-là rapportent avoir fait de la psychothérapie pour mieux vivre avec certaines difficultés dont ils pouvaient faire face, puis dire que ça les avait vraiment aidés à apprivoiser leur douance et aussi à faire la paix avec leur passé. Il y a plusieurs études plus qualitatives. Dans le fond, les études qualitatives vont plutôt examiner le discours des personnes douées. Donc, c'est moins avec des chiffres, c'est plus avec des mots. Dans ces études-là, ce qui ressortait, c'est que les personnes douées avaient vraiment un besoin de sens très élevé, un besoin de vérité, un perfectionnisme, un sentiment d'être incompris, des convictions morales très élevées, une certaine sensibilité, une intensité émotionnelle, et il y avait aussi un très fort sentiment de justice.
Bon, là, je vais vous parler un petit peu de psychologie positive parce que c'est l'angle qu'on voulait prendre pour la présentation d'aujourd'hui. En fait, une définition qu'on aime beaucoup, c'est que la psychologie positive, c'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des gens, des groupes et des institutions. En fait, la psychologie positive, là, il y a vraiment 3 grands buts. Le premier, c'est de diminuer les problèmes de santé mentale. Puis ça, c'est pas distinct dans le sens où pas mal toutes les études en psychologie visent à diminuer les problèmes de santé mentale. Ce qui est distinct, c'est qu'il y a beaucoup un accent sur le fait d'améliorer aussi la vie des individus et pas seulement de réduire les symptômes de santé mentale. Il y a aussi un troisième objectif qui était de cultiver le talent exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse à la douance. Je voulais prendre la peine aussi de vous montrer un modèle qui, moi, me parle beaucoup, le modèle de Keyes. En fait, ça montre qu'on peut être atteint de niveaux plus ou moins élevés de symptômes de troubles mentaux, par exemple la dépression, l'anxiété, les troubles obsessifs compulsifs, les troubles de comportement alimentaire. On peut être atteint plus ou moins de symptômes de ces différents troubles-là. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut quand même, indépendamment de ces symptômes-là, vivre une santé mentale positive élevée. Donc, selon Keyes, on peut vivre un certain épanouissement, même si on a une maladie ou un trouble quelconque. Donc, ça vient beaucoup rejoindre, en fait, la définition de l'OMS de la santé, qui dit que la santé, ce n'est pas seulement une absence de maladie, mais c'est plutôt un bien-être complet, physique, mental et psychosocial. Donc, pour le reste de ma présentation, je vais vous parler de douance en lien avec la satisfaction de vie, le fait de trouver un sens à sa vie, l'intelligence émotionnelle, le flow et la carrière. C'est important parce que dans certaines études, en fait, on relevait que les personnes douées, les adultes doués, en fait, vivaient moins de satisfaction de vie et avaient des niveaux de sens plus faibles que les autres personnes. Donc, c'est vraiment important de s'attarder aux prédicteurs de ces différentes choses-là. Donc, premièrement, qu'est-ce qui contribue à la satisfaction de vie? La satisfaction de vie, c'est de vivre une vie à la hauteur de ses attentes, dont on est satisfait et qui vraiment là, nous permet de s'épanouir. On ne changerait pas ce qui fait partie de notre vie quand on est très satisfait de notre propre vie. Un des grands prédicteurs de la satisfaction de vie chez les personnes douées, c'est vraiment de trouver un sens à sa vie. Puis je vais revenir juste après. Ensuite, au début de l'âge adulte, donc entre la vingtaine et la trentaine, ce qui se ressortait beaucoup dans les études, c'était le travail. Donc, le fait d'avoir un travail qui était significatif pour nous et auquel on pouvait contribuer. Ensuite, entre 30 ans et 50 ans, là, dans les études adultes plus âgées un petit peu, c'était vraiment la relation amoureuse. Donc, le fait de trouver quelqu'un qui nous ressemble et qu'on trouvait intelligent. C'est ça qui ressortait dans les études sur la satisfaction maritale. Ensuite, à la fin de la vie, plus vers 80 ans et plus, c'était les relations interpersonnelles plus larges qui sortaient. Là. Donc, c'était aussi les amitiés, la famille plus élargie. Puis, dans certaines études aussi, ce qui ressortait, c'était que l'autocompassion s'était associée à la satisfaction de vie. Donc, le fait d'être vraiment gentil envers nous-mêmes, de vivre d'une présence attentive, de ne pas trop se juger, ce genre de choses-là. Puis, finalement, il y avait aussi le fait de vivre en cohérence avec nos valeurs. Donc, c'est vraiment important d'identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, c'est quoi mes valeurs, et de poser des actions qui sont en lien avec ces valeurs-là. Donc, le sens, la quête de sens. C'est Viktor Frankl qui a mis ça vraiment de l'avant dans la littérature scientifique. Viktor Frankl, c'était un psychiatre autrichien qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été dans les camps de concentration et qui s'est rendu compte que d'avoir un sens à sa vie, c'est ça qui permettait aux prisonniers de vraiment s'en sortir. Donc, en fait, en douance, ça a été étudié plus par Tatjana Schnell, qui est aussi une professeure autrichienne. Puis elle a vraiment trouvé que ce qui importait, c'était la générativité. Donc, la générativité, c'est un concept de Erik Erikson. Ça stipule en fait que durant la vie adulte, on doit établir et contribuer à la prochaine génération. Donc, si on trouve un sens pour nous, c'est vraiment en contribuant à la prochaine génération. Comment vivre la générativité? Dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le bénévolat, le tutorat, le mentorat, la parentalité, bien sûr, là, si vous avez des enfants, l'enseignement aussi, c'est des façons de vivre un peu plus de sens, de donner vraiment un sens à notre vie.
Puis encore une fois, il y avait l'autocompassion, il y avait le développement de soi, donc la croissance, le fait d'atteindre nos objectifs, puis le travail significatif qui permettait de donner un sens à leur vie, en fait, aux adultes doués. Puis le sens, ça leur permettait de vivre du bien-être dans leur vie. Donc, au niveau des émotions, il y a une méta-analyse qui est sortie là, très, très récemment sur l'intelligence émotionnelle des personnes douées. Puis, ce que ça a montré, c'est que les personnes douées, contrairement à certaines croyances, ont une intelligence émotionnelle qui est quand même supérieure au groupe de comparaison là, dans les différentes études. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'était plus mesuré comme les compétences là, ou les habiletés émotionnelles. Donc, c'est des habiletés à répondre à des tâches sociales, à lire des expressions faciales ou même à résoudre des problèmes qui sont de nature émotionnelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une belle étude aux États-Unis là, qui a été faite. Les chercheurs ont suivi des enfants puis des adolescents qui étaient allés dans des écoles avec des programmes de douance, puis ont vu qu'il y avait seulement un certain pourcentage des gens qui finissaient leur diplôme de premier cycle à l'université, là, donc leur bac. Puis le principal prédicteur, c'était l'intelligence émotionnelle. Donc, dans plusieurs études, ce qui ressort, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça permet vraiment aux adultes doués d'atteindre leurs objectifs, en fait. Donc aussi, je vais parler un petit peu de flow. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, selon Renzulli, ce qui est vraiment important dans la douance, c'est bien sûr les habiletés, il y a la créativité, mais il y a un aspect qui s'appelle l'engagement envers la tâche, qui est vraiment le flow, la passion, la persévérance. Puis le flow, dans le fond, c'est quand on fait une tâche puis on est totalement absorbé, qu'on devient dans le moment présent tellement qu'on perd la notion du temps. Puis c'est quand on est capable d'agir en cohérence avec les opportunités qui sont présentées. Pour atteindre cet état-là de flow qui mène vraiment à un certain bonheur, il faut avoir des buts qui sont clairs et qui sont proximaux, donc qui sont assez proches dans le temps. Il faut aussi avoir une rétroaction immédiate et claire, non ambiguë, et avoir un équilibre entre les défis et les habiletés. Donc, selon Csikszentmihalyi, ce qui est vraiment nocif en fait pour la satisfaction de vie, c'est soit l'anxiété, quand la tâche, on perçoit qu'elle est tellement élevée qu'on ne sera pas capable de la faire parce qu'on n'a pas les habiletés, ou au contraire, quand on a tellement d'habiletés par rapport à la tâche qu'on s'ennuie, on trouve ça vraiment plate. Donc, le fait de vivre de l'ennui, c'est vraiment très nocif pour la satisfaction de vie, selon la théorie du flow de Csikszentmihalyi. Donc, pour faire le pont avec la carrière et aussi avec l'école, là, si vous êtes des étudiants, c'est vraiment important en fait de trouver un milieu, donc une carrière ou un programme d'études qui nous permet d'expérimenter ce flow-là, un défi dans le fond pour nous, puis qui nous intéresse vraiment, puis dans lequel on peut vraiment être passionné. Ce qui était important aussi pour les adultes doués en emploi, c'était de pouvoir apprendre dans leur milieu de travail, tout simplement, et de pouvoir utiliser leurs connaissances et leurs habiletés. Il y avait aussi l'aspect de pouvoir respecter les hauts standards éthiques et moraux, puis de contribuer significativement à l'entreprise ou dans le milieu dans lequel ils travaillaient. Un des aspects qui était vraiment clé, là, c'est l'autonomie. Donc, les personnes douées aimaient vraiment beaucoup avoir une certaine autonomie dans leur carrière, puis dans les études qui sont plus comme au niveau de la business, c'est ça qu'on conseille, dans le fond, de vraiment soutenir l'autonomie des personnes douées. Et aussi, dans les études universitaires, c'est ce qui ressort beaucoup. Puis finalement, ce qui ressortait en fait des discours des adultes doués, c'était qu'ils trouvaient ça très difficile d'être authentiques dans leur milieu de travail ou dans leur milieu scolaire. Donc, il y avait vraiment un désir de s'adapter, de développer des relations qui étaient vraiment importantes pour eux avec les autres qui étaient, dans le fond, dans leur milieu. Mais pour ça, il y avait l'impression qu'ils devaient être quelqu'un d'autre puis qu'ils devaient faire assemblant d'être une autre personne, en fait, là, qui ne pouvait pas être eux-mêmes puis qui ne pouvaient pas être reconnus et validés comme ils étaient vraiment. OK, donc je vais passer pour le reste de la présentation, le contrôle à Marianne. Alors, je vais faire un petit test, si tu veux bien, voir si ça fonctionne. Ah, OK. Je pense que ça va. C'est moi qui ai cliqué, là, c'est bon? Oui. OK. Merveilleux. Alors, je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir aussi pour vous parler de douance et de psychopositive. Tout comme Catherine, ce sont deux sujets de prédilection là, qui me passionnent grandement. Puis, merci Catherine de laisser ta caméra ouverte. C'est vraiment gentil. Je trouve que ça fait très spécial de parler à son ordinateur et de ne pas voir vos visages. Alors, bon, on s'adapte en temps de pandémie.
Donc moi, je vais vous parler des perspectives plus cliniques en lien avec la douance et la psychopositive. Catherine a très bien présenté l'aspect plus théorique. Quand on pense à la douance, en fait, il y a beaucoup d'idées préconçues. Dans la population générale, on peut imaginer des personnes très intellectuelles, des nerds en anglais, des personnes qui vont parler uniquement de sujets scientifiques ou techniques, des personnes qui pourraient être inadaptées sur le plan social. Oh, j'ai l'impression que mon... Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que le passage à la diapo suivante ne fonctionne pas bien. Je vais réessayer. Sinon, Catherine, sinon on fera comme ça. Hein. Ouais, Je pense que là, ça devrait fonctionner. Moi, ça me dit fonctionner? que oui. OK. Alors, c'est ça. On imagine que les doués ont nécessairement fait de brillantes études, qu'ils ont une culture encyclopédique, que ce sont des personnes qui vont être bonnes en tout, qu'elles font des carrières exceptionnelles, qu'elles peuvent, parfois ça crée même de la peur, c'est ça, qu'elles peuvent prendre l'avantage sur autrui grâce à leur intelligence, qu'elles n'ont aucun sens pratique parce qu'elles sont trop intelligentes. Donc, c'est des choses qu'on peut entendre parfois. J'ai un ami un jour qui m'a dit les doués, je les vois beaucoup plus comme les bonhommes bleus dans Avatar, le film de James Cameron. Des personnes très connectées à la nature, au vivant, qui vont être rapides, etc. Je trouvais l'analogie intéressante. En fait, les personnes douées, notamment celles qu'on reçoit en thérapie, sont des personnes qui sont empathiques, qui souvent veulent le bien d'autrui, donc qui sont très altruistes, tournées vers les autres. Et donc, ce n'est pas nécessairement ce tableau-là qui est dressé. Alors, qu'est-ce que la douance? Eh bien, tout d'abord, c'est important de le rappeler, c'est un QI qui est très supérieur à la moyenne. Cette notion, elle est importante parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'auto-proclament douées sans avoir passé de test neuropsy. Et en fait, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une personne douée, une personne hypersensible ou une personne Asperger, par exemple. Il va y avoir des connivences fortes. La spécificité de la personne douée, c'est vraiment un QI très supérieur à la moyenne. Mais pas seulement. C'est une personne aussi qui est dans l'hypercognition, donc qui va penser énormément, qui va être dans l'hypersensibilité. Alors là, à nouveau, il y a différentes théories à ce propos-là. Certains théoriciens disent que 90% des doués sont hypersensibles et 10% ne le seraient pas. Dans la grande majorité, on rencontre quand même de l'hypersensibilité chez les personnes douées. Et des hyperesthésies, c'est-à-dire une acuité au niveau sensoriel. Donc, ça peut être une sensibilité à la lumière, de la misophonie, une sensibilité au niveau des sons, des textiles. On peut le voir chez les bébés, par exemple. Les bébés vont pleurer. On ne sait pas forcément pourquoi. Et en fait, ça peut être parce que le vêtement qu'ils portent est agressant pour eux au niveau de la matière. La raison principale pour laquelle les doués consultent, en fait, il y en a plein, mais celle qu'on retrouve beaucoup, c'est la notion de l'isolement. Alors, on peut se le représenter avec notre courbe de Gauss. Si on imagine que plus on est doué, plus on s'écarte de la moyenne. Et si on imagine qu'on s'entend bien, on connecte en profondeur avec des personnes qui ont 15 à 20 points d'écart par rapport à notre QI, eh bien, plus on s'écarte de la moyenne et plus on va avoir un bassin de personnes avec lesquelles connecter en profondeur qui va être faible. Donc, on peut ressentir un sentiment d'isolement qui est plus grand. Et en fait, les idées étant parfois plus marginales, plus novatrices, vont avoir tendance à être moins reconnues par la masse. On peut penser à Léonard de Vinci avec ses croquis d'hélicoptère, par exemple, ou on peut penser à Galilée et l'héliocentrisme, qui a eu un procès pour ce concept novateur-là, parce que c'était tellement décalé avec son temps, finalement, que ça a été complètement rejeté. Alors, certains théoriciens de la douance disent qu'il y a un QI optimal qui se situerait entre 115 et 125, donc un QI qui est relatif à des personnes qui ne seraient pas douées, et qu'au-delà de ça, en fait, s'éloignant plus de la moyenne, effectivement, ça engendrerait tout un tas de difficultés. On sait que l'être humain est un être social, il a besoin de connecter, donc ça peut générer des souffrances. Et aimer apprendre, c'est très différent d'aimer l'école. Et le travail est une continuité de l'école, donc à ce niveau-là, ça peut générer des difficultés aussi. Il y a un livre que je vous recommande, si vous en aviez un à choisir, ce serait celui des phylocognitifs, de Nasboum Révol et Sapé Marinier,
qui présentent en fait la douance sous un angle vraiment neuropsychologique. Ils ont recensé des études notamment basées sur des IRM où ils ont observé le cerveau des personnes douées. Ils ont remarqué notamment qu'il y avait une hyperconnectivité interhémisphérique, donc entre les deux hémisphères, et puis dans les aires associatives du cerveau. Alors, les mécanismes sous-jacents, donc il y a l'hyperspéculation. L'hyperspéculation, c'est vraiment que la personne douée, elle pense tout le temps. C'est « je suis, donc je pense ». Il y a un esprit critique souvent qui est très affûté avec des questionnements philosophiques qu'on va remarquer très tôt dans l'enfance. Donc, les enfants très tôt peuvent avoir des questions comme qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qu'on fait ici, quel est le sens de la vie, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc., etc. Il y a aussi le phénomène de penser pour penser, un peu comme se faire les griffes en quelque part, le cerveau va tourner. Et puis, la personne douée va avoir tendance à l'hyper-contrôle par la pensée. Le besoin de maîtriser par la pensée, alors par la rationalisation, par l'analyse, par voilà, la planification, la conceptualisation, etc. C'est vraiment une présence de la pensée qui est marquée. Ensuite, le deuxième mécanisme prédominant chez les personnes HP, c'est l'hyperacuité. Donc, l'hyperacuité, elle englobe les hypersensibilités émotionnelles, donc une résonance affective forte à l'autre, les hypersensorialités, donc les sens qui vont être très développés, tout ce qui est de l'ordre de l'hyperproprioception avec les intuitions, les instincts, mais aussi une conscience de son corps, et puis voilà, une conscience de la mort qui arrive très tôt. Le troisième mécanisme, je vous invite à consulter le bouquin si vous voulez en savoir davantage, c'est le phénomène d'hyperlatence. Alors, l'hyperlatence, qu'est-ce que c'est? C'est un réassemblage permanent des idées avec, en fait, la personne se construit un modèle de compréhension et d'interprétation de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne douée, elle va essayer de comprendre ce qu'elle vit dans le présent au regard des expériences passées. Elle va chercher des récurrences pour modéliser la réalité. Et la différence entre une personne qui serait HP et une personne qui ne serait pas HP, tout le monde a des phénomènes de latence, mais l'hyperlatence, c'est que le HP, tant qu'il n'a pas compris, il n'est pas capable de s'arrêter. Il va continuer d'essayer de comprendre. Il y a aussi ce qui est relatif à la pensée analogique et en arborescence. Alors, la pensée analogique, c'est la capacité à faire du lien. Et la pensée en arborescence, c'est l'idée d'avoir une idée qui génère d'autres idées, etc. Donc, il y a plein de liens qui se font. Cette théorie de la pensée en arborescence, elle est critiquée sur le plan scientifique. En fait, elle n'est pas nécessairement ancrée dans les données. Par contre, ce qui ressort, c'est la pensée divergente. Les HP ont une pensée divergente qui est plus forte, c'est-à-dire une capacité à être créatif dans la pensée, à penser en dehors de la boîte. Il y a deux profils chez les philocognitifs. Donc, philo, c'est aimer. La cognition, c'est la pensée. Les personnes qui aiment penser sont les philocomplexes et les philolaminaires. Donc, complexe et laminaire, ça vient de la mécanique des fluides. Là, je vous laisserai regarder ça si vous êtes curieux. Les philocomplexes sont les personnes qui vont être plus reconnues facilement comme étant des personnes douées. Donc, ce sont des ouvreurs de voie, des personnes qui vont être en quête de vérité et de sens, qui vont avoir une forte motivation. Vient avec ça parfois de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Ce sont des personnes qui vont être pétillantes, mais aussi à fleur de peau, qui vont défier l'autorité. Alors ça, c'est intéressant parce que la personne douée va évaluer la personne non pas en fonction de son niveau hiérarchique, mais plutôt en fonction de son niveau de moralité. Est-ce que cette personne-là, elle a une conscience qui est large? Est-ce qu'elle essaye d'œuvrer au bien commun ou est-ce qu'elle est plus centrée sur ses propres besoins à elle? Il y a un besoin d'esthétisme, un besoin de beau, de bon, de juste. Et ce sont des personnes aussi qui vont briser la cohésion quand il y a une injustice. Donc, des personnes qui sont capables de s'interposer, d'intervenir quand il y a une injustice. Des personnes qui ont plus facilement tendance à être au devant de la scène. Les philolaminaires sont des personnes qui vont être un petit peu plus en retrait. Alors, on n'est pas soit philocomplexe, soit philolaminaire. Souvent, on est un pourcentage, en fait, un pourcentage de complexe, un pourcentage de laminaire. Les philolaminaires sont des personnes qui vont vraiment œuvrer à l'harmonie au sein des groupes. Ce sont des personnes qui sont bien adaptées au niveau social et qui vont être donc motivées par l'équilibre au sein de leur système d'appartenance, plus que par leur réussite personnelle. Et ça peut être parfois un écueil puisque la personne est tellement au service d'autrui qu'elle va avoir tendance à s'oublier.
Ce sont des personnes qui sont dans une recherche de consensus, qui vont être très ouvertes d'esprit, qui sont des personnes qui sont rapides, très adaptables, qui vont être des leaders implicites en fait souvent. Ce sont des personnes vers lesquelles on va se tourner quand on a besoin d'un conseil, d'une écoute, etc. Il y a un besoin viscéral chez ces personnes-là d'élever l'humanité, d'élever le groupe, d'élever l'humanité. Et ce sont des personnes qui peuvent vivre plus de crises identitaires, justement, parce qu'étant au service, elles peuvent s'oublier là-dedans. Alors, au travail, quelques conseils rapidement. Là, pour les philocomplexes, comme il y a un grand besoin de stimulation, de nouveauté, vous pouvez viser une activité qui est composée de missions ou de projets successifs à court ou moyen terme. Constitués de domaines variés, à nouveau, pour être stimulés, procurant des émotions fortes et demandant de résoudre une énigme ou une problématique. On peut penser par exemple à un prof d'université qui va écrire un bout d'article le matin, va avoir ensuite une réunion départementale et va discuter avec des collègues, va ensuite aider un élève, donner un cours, etc. Donc là, on voit que la personne peut être très stimulée et ça va lui demander de s'adapter rapidement à différentes activités et donc ça peut lui apporter un certain bien-être. Pour les philolaminaires, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est de montrer plus d'écoute envers soi-même et envers ses émotions profondes. Donc, être vraiment à l'écoute de soi, apprendre à dire non, à mettre des limites, à s'affirmer. Ça peut être aussi des exercices, des activités visant à développer la créativité et puis de s'entraîner à exprimer. Alors ça, on s'expose petit à petit à en fait exprimer des colères qui seraient justifiées. Ce qui n'est pas forcément facile pour le philo-laminaire qui a tendance à prôner le bien-être du groupe. Alors, il y a cette théorie qui est fort utile en thérapie, qui est une théorie, comme vous voyez, qui est relativement vieille, puisqu'elle date de 1964, Dabrowski, la désintégration positive, d'un chercheur d'origine polonaise qui a enseigné à l'université de Laval et il a terminé sa vie en Alberta. Il a beaucoup étudié les personnes douées. Ses travaux sont très intéressants. Alors, Dabrowski, qu'est-ce qu'il nous dit grosso modo? Une théorie qui est complexe, mais ce qu'il nous dit, c'est que dans la vie, on passe par des moments où on traverse des crises existentielles. Et lorsque l'on vit cette crise existentielle-là, eh bien, on est en déséquilibre, on est plus vulnérable, en général, on va moins bien, on est déstabilisé. Et c'est là où la psychologie positive, elle peut rentrer en ligne de compte et elle est particulièrement aidante. On peut chercher à accepter les émotions qu'on vit. Alors, la psychologie positive, on peut penser aussi à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Chercher les ressources en soi. Des questions simples que vous pouvez vous poser, par exemple, c'est par le passé, quel défi similaire est-ce que j'ai surmonté? Comment est-ce que je m'y suis pris? Quelles sont les forces auxquelles j'ai fait appel? Sur quoi je me suis basée? Est-ce que je me suis appuyée sur mes proches, sur mon réseau social? Est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai écouté des conférences? Comment j'ai fait pour me mobiliser et traverser cette crise-là? Et Dabrowski, il nous dit en fait que transcender la crise, la guérison, elle vient de la rencontre d'une blessure et d'un sens. C'est quand je comprends le sens de ce que je suis en train de vivre que je peux à ce moment-là transcender la crise. Sauf que parfois, la crise, elle est tellement déstabilisante. C'est ça, l'objectif in fine, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une possibilité de croissance. À chaque fois qu'on croit, qu'on se développe, qu'on comprend le sens des crises, on se développe plus de conscience, plus d'altruisme, on développe la notion de sens, etc., etc. Et les HP ont une propension à se jeter dans le vide, à essayer de vivre des difficultés pour se stimuler et pour transcender les difficultés et donc se renforcer. Quand la crise est trop difficile à gérer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va essayer de se stabiliser. Et à ce moment-là, on peut y arriver, on peut réussir à se stabiliser, mais on va revenir à un état antérieur de fonctionnement parce qu'on n'aura pas extrait le sens de ce que l'on est en train de vivre. Et le problème de se stabiliser, c'est qu'on va revivre, la vie est bien faite, tant qu'on n'a pas appris, on va revivre les mêmes difficultés encore et encore jusqu'à ce que l'on ait appris, jusqu'à ce que l'on ait extrait le sens. Il y a cette citation de Spinoza que j'aime beaucoup qui dit « Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre ».
Alors, c'est ce que je vais vous amener là dans la deuxième partie à travailler peut-être. C'est important de comprendre le sens de ce que l'on vit. C'est là où ça rejoint la psychologie positive, chercher le sens de l'émotion, le sens du symptôme, le sens de la difficulté. Souvent, quand on vit des difficultés, quand on fait face à l'adversité, eh bien, on a tendance à se blâmer, à se dire « mais je ne devrais pas vivre ça, les autres s'en sortent tellement mieux que moi, c'est toujours la même chose, etc. » Tandis que si on se met dans une posture vraiment d'accueil et qu'on cherche à extraire le sens, eh bien souvent, avec le temps, on peut décortiquer les choses et comprendre pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on peut transcender les crises. L'émotion, je vous ai mis en bas une référence, un manuel sur les émotions, notamment sur les émotions positives. Les émotions, c'est notre système d'alarme. Et quand l'alarme se met en route, eh bien, ça fait du bruit, c'est désagréable. Et donc, quel est notre réflexe? On a tendance à se boucher les oreilles ou à essayer de casser notre système d'alarme parce qu'il nous dérange. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter, essayer de regarder, est-ce qu'il y a un tuyau qui est brisé? Est-ce qu'il y a de la fumée dans la pièce? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon alarme, elle est en train de sonner? C'est là où la question du sens est vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais s'il y a un mot à retenir, c'est ralentir. Souvent, on est dans la frénésie du quotidien et on ne s'arrête pas. L'idée, c'est de s'arrêter un petit peu et d'être dans une posture d'écoute. Donc, écouter, écouter, écouter. Le corps, qu'est-ce que me dit mon corps? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai mal? Quand je suis dans cette situation, quand je suis en présence de cette personne, est-ce que je suis en expansion? Est-ce que je me sens rétractée? Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que j'ai froid? Que me dit mon corps? Quels sont les symptômes? Où est-ce que ça se localise au niveau de mon corps, au niveau psychique? Quelles sont les émotions que je suis en train de traverser? La deuxième chose, c'est être dans une posture de non-jugement, être dans un accueil de ce que l'on vit. On va le voir ensuite, l'autocompassion est très aidante pour ça. Vous pouvez faire l'exercice là, dans les moments où vous vivez des difficultés, hop, au niveau de la pensée, il y a une critique qui se met en place. Essayez de vous arrêter et de prendre une posture de non-jugement. Et puis, la troisième chose, et c'est là où la personne douée a une force, c'est au niveau de l'analyse. Analyser, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre cette difficulté-là? Et là, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Alors, ça peut être à travers un travail d'introspection, se questionner, lire, en parler, regarder des conférences, etc., etc. Et quand on est dans un angle mort, ça peut être de demander de l'aide. Demander de l'aide à un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, un coach. Parfois, ce sont même des professionnels de la santé. Ça peut être même un ostéopathe. Voilà, des personnes qui vont nous aiguiller pour nous aider à mieux comprendre ce que l'on traverse. Travailler sur soi, c'est aussi se reconnecter à soi. La force du HP, c'est que son cerveau fonctionne très bien. Et en fait, parfois, ce qui se passe, c'est que la personne va surinvestir son cerveau et dans les moments de difficulté, va se dépluguer, puisqu'au niveau du cœur, ça fait plus mal, là, et donc va tomber dans l'hyper-rationalisation. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rester plugué et de se dire qu'il y a une intelligence aussi. On sait aujourd'hui qu'il y a des neurones dans le cerveau, il y a aussi des neurones dans le cœur, il y a aussi des neurones dans les intestins. On a en fait 3 cerveaux là, qui communiquent les uns avec les autres et on a besoin de nos 3 cerveaux pour comprendre une situation de manière holistique. Donc, essayez de rester plugué au niveau du cœur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Pas uniquement au niveau de l'analyse intellectuelle, bien que ce soit fondamental aussi. Alors, un outil qui est génial et très utile, c'est l'autocompassion. Vraiment un outil que vous pouvez pratiquer facilement. Lorsque vous vivez une difficulté, imaginez quelqu'un que vous aimez profondément qui traverserait la même difficulté. Et vous allez voir cette personne et vous travaillez à la réconforter, à faire en sorte qu'elle se sente mieux. Qu'est-ce que vous lui diriez? À ce moment-là, vous pouvez noter sur un papier là, ce que vous lui diriez à cette personne-là. Et ensuite, vous attendez quelques minutes et vous reprenez le papier et vous relisez ce que vous avez noté à cette personne. Vous allez voir qu'on a tendance à se dire des choses à nous-mêmes qui sont beaucoup plus dures que ce qu'on dirait à quelqu'un d'autre. Sur le site de Kristin Neff, selfcompassion.org, il y a un onglet exercices où là, vous avez tout un tas de méditations, d'exercices pour pratiquer l'autocompassion. C'est un site qui est très bien fait.
Alors rapidement, je ne vois pas, le temps file, je vais aller un petit peu plus vite. Ce qui est le propre des personnes douées, c'est qu'elles sont très empathiques, elles sont très connectées. Il y a ce livre de Cécile Bosse sur douer, s'intégrer, s'épanouir dans le monde du travail qui est très intéressant, qui donne tout un tas de conseils. Alors, rapidement, on ne pourra pas rentrer trop dans les détails, mais comment travailler sur soi, comment travailler au niveau de l'empathie et de la surconnexion qui parfois peut être souffrante. La première chose, c'est de sortir de la position de sauveur. Quand on est dans une position de sauveur, en fait, on imagine que l'autre n'est pas en capacité de s'en sortir tout seul. Donc, il y a une croyance négative. L'idée, c'est de prendre un pas de recul, se dire quelle est ma responsabilité à moi dans cette situation. Et parfois, voilà, il y a une prise de distance à avoir dans certaines situations. Mettre ses limites, chose pas toujours aisée, être capable de dire non, prendre sa place, préserver sa santé. Et là, l'idée, c'est de se dire que les choix peuvent permettre d'évoluer vers une certaine liberté. Donc, les choix peuvent être libérateurs. Dire non, c'est fondamental. C'est pas facile, on s'entraîne petit à petit, là, on essaye, et puis voilà, dans certaines situations, ça va fonctionner, dans d'autres pas, puis petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Il faut voir comme ça, comme un enfant qui apprendra à faire du vélo. Au début, c'est pas évident, puis on s'entraîne, ça va de mieux en mieux. Éviter, alors c'est un bien grand mot, mais éviter les vampires d'énergie. Les personnes qui vous prennent votre énergie sont des personnes qui vont, quand vous les quittez, vous allez vous sentir peut-être plus fatigué, plus morose, plus triste, envie de dormir, moins d'intérêt, etc. Voilà, c'est que les personnes hyper empathiques, donc ça c'est vrai pour les personnes douées, mais c'est vrai pour les personnes hypersensibles aussi, ont tendance à attirer les personnes qui ont un grand besoin d'attention, de compassion, etc. Et donc, il y a parfois des liens toxiques qui se mettent en place. Par rapport au perfectionnisme, chez la personne douée, je vous invite, pour les personnes perfectionnistes qui nous écoutent, à vous répéter tous les jours vos droits. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions, vos propres convictions, y compris en termes d'exigence. Doué, on sait qu'il est très exigeant, il se pousse beaucoup et donc c'est un droit aussi de viser une certaine excellence. Vous avez le droit de changer d'opinion et de faire différemment que prévu. Vous avez le droit de vous sentir mal, vous avez le droit de le dire, donc de déranger les autres en exprimant votre mal-être. Vous avez le droit de ne pas vous justifier, en prenant exemple sur ceux qui y arrivent très bien et qui ne culpabilisent pas pour autant. Et vous avez le droit de ne pas anticiper les besoins et les désirs des autres. Cela évitera d'ouvrir la porte aux abus. Les personnes douées sont beaucoup dans le lien, dans le prendre soin, dans le care et souvent plus de misère à mettre leurs limites. Choisir des environnements sains, ça c'est quelque chose de très important, des environnements qui sont alignés à ce qui fait du sens, à vos motivations, à vos intérêts, à vos rêves. Une question qu'on pose en thérapie, par exemple, c'est quand vous étiez petite, qu'est-ce que vous rêviez de faire? Quelles étaient justement vos passions? Et là, on peut regarder, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie du quotidien ou non? Et aussi aligner sur vos forces. Alors là, il y a un test que vous pouvez passer sur les forces de caractère qui s'appelle viacharacter.org. C'est VIA, Values in Action. Alors, on pourra en parler un peu plus tard. C'est un test qui est gratuit, qui va déterminer vos forces de caractère. On sait que les forces, elles énergisent, elles donnent du plaisir, elles donnent un sentiment d'authenticité, donc elles rechargent les batteries. Donc, pratiquer ces forces, c'est quelque chose qui va aider à faire du bien. Et qui sont alignés, des environnements aussi qui sont alignés sur les besoins. Donc le besoin d'appartenance, le besoin de nourriture intellectuelle et le besoin de nouveauté. Alors pour terminer, un livre que je vous recommande qui est très accessible, très facile à lire, qui a été écrit par plusieurs experts de la psychologie positive, donc Christophe André, Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, qui ne travaille pas spécifiquement en psychopositive, mais qui est très intéressant dans ses écrits, et Mathieu Ricard, qui a écrit un excellent plaidoyer pour l'altruisme. Ce bouquin s'appelle « Se changer, changer le monde ». Il donne plein de trucs sur comment être plus aligné pour pouvoir ensuite contribuer au bien commun. Le principe, c'est apprendre, comprendre, mais ne pas s'arrêter à comprendre, c'est ensuite incarner, l'intégrer pour soi. Si on garde les choses juste à un niveau intellectuel, mais que ce n'est pas manifesté dans notre vie, à ce moment-là, il y a une partie du puzzle qui nous manque. Apprendre, comprendre, incarner, pour pouvoir ensuite contribuer au bien commun, au monde, à la collectivité.
Et je terminerai avec cette magnifique phrase de Romain Gary qui dit « Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. » Voilà, alors merci beaucoup. On vous a mis quelques ressources des livres, donc les phylocognitifs, Univers surdoué et la douance qui ont été écrits par Tania Iscardio-Prindle et Marianne Bélanger qui font partie de l'Association québécoise pour la douance, et le livre de Monique de Kermadec sur la femme surdouée. Voilà. Catherine, est-ce que tu veux parler peut-être de ce manuel de l'APA? Oui, bien ça, c'est une ressource qui est clairement plus scolaire, disons, là. C'est un manuel qui a été publié par l'American Psychological Association et c'est sur la douance. Puis il parle beaucoup des enfants, mais quand même un petit peu des adultes. Sinon, il y a quand même 2 autres handbooks, là, des manuels sur la douance. Par contre, c'est spécifique aux enfants. Donc, ces manuels-là ont été publiés, entre autres, par le même auteur, là, Pfeiffer, aux éditions Springer, là, si jamais c'est des choses qui vous intéressent particulièrement. Comme disait Catherine, il y a beaucoup plus de ressources, en fait, de recherche au niveau de l'enfance que de l'adulte doué, ce qui est un écueil, c'est dommage. Alors, on espère que dans les prochaines années, la recherche se développera de plus en plus pour qu'on comprenne aussi, l'enfant devient un adulte avec son fonctionnement de doué. Donc, voilà, Ouais. il devrait être étudié dans à toutes les étapes de sa vie. Puis oui, ben, je pense qu'il y a une chercheure à l'Université de Sherbrooke là, qui se penche là-dessus, qui s'appelle Anne Brault-Labbé. Donc, j'ai bien hâte de voir les thèses de ses étudiants. Il y a aussi un MOOC, là, donc un cours en ligne gratuit de l'UQTR qui porte sur l'éducation des élèves doués. Donc, évidemment, c'est pour les enfants. Puis, c'est vraiment spécifique au milieu scolaire. En fait, là, c'est vraiment, ça vise les professionnels des acteurs scolaires et les parents. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est gratuit. Oui, il y a le site de l'AQD qu'on voulait mentionner, le site de l'Association québécoise pour la douance, qui a vraiment des belles ressources. Puis aussi le site de l'Association canadienne de psychologie positive, là, bien sûr, si c'est ça qui vous intéresse. D'ailleurs, il y a aussi un groupe Facebook pour le regroupement québécois de psychologie positive qui s'appelle Psychologie positive Québec, dans lequel on partage aussi des ressources spécifiques à la psychologie positive. Qui est très actif. Je vous recommande, ouais. si vous avez accès à Facebook, là, je vous recommande de vous abonner. Il y a plein de recherches qui sont publiées sur la psychopositive. Oui. Donc, juste pour terminer, on voulait remercier évidemment l'Association canadienne de psychologie positive, les ambassadeurs étudiants, l'AQD, parce que moi et Marine, on fait partie de l'AQD, et du regroupement québécois, et finalement les fonds de recherche du Québec pour leur financement. Super. Et on a ajouté à la clinique, on va lancer des groupes douance et psychologie positive. Donc, vraiment intégrer la psychologie positive dans l'accompagnement des personnes douées à partir de début juin. Voilà. Super. Alors, merci à tous. Je pense que ça fait le tour, Catherine, il me semble. Au niveau des questions, comment ça se passe? Est-ce que Emeline nous lit les questions? Comment on fait? En effet, on a pas mal de questions. Déjà, Okay. présentation, très intéressant. Ça, c'est pas des questions, c'est des affirmations. La première question, ça serait pour Catherine de la part de Marjolaine. Qu'est-ce qui différencie entre comportement, ambition ou besoin dans les groupes de comparaison et le groupe de douance? Par exemple, est-ce qu'il y a un niveau, un threshold, excusez-moi mon accent anglais, vous l'avez entendu, n'est pas forcément bon, un seuil comme on pourrait voir dans les études cliniques pour les différences de comportement, ambition et besoin entre groupe doué et groupe de comparaison? OK. Bon, ben c'est une très bonne question et quand même assez grosse question. Et en fait, là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que les études sont quand même pas de très haute qualité, là, dans le sens où on sélectionne les groupes de douance par rapport à leur QI et comme ça coûte très cher d'avoir des évaluations, souvent on va les sélectionner par des moyens alternatifs, là, comme par exemple leur performance à l'école, ou bien on va sélectionner des participants, par exemple en Europe, ils ont des groupes là, qui s'appellent Mensa, avec des groupes où les gens doivent montrer qu'ils ont un QI supérieur à la moyenne pour y entrer. Donc, c'est ça. Au niveau de la qualité des études cliniques, je pense pas que c'est
de la qualité à laquelle vous vous attendez. Puis les groupes de comparaison, des fois, là, ça laisse un peu à désirer. Ce que je dirais, c'est que dans les études que moi, j'ai lues, par exemple, sur la satisfaction de vie, on va vraiment voir des prédicteurs qui sont différents dans les deux groupes, là. Donc, ça va être les prédicteurs de la satisfaction de vie qui vont être différents chez les adultes doués et chez les adultes des groupes de comparaison. Puis, ça va être la même chose, par exemple, pour l'intelligence émotionnelle. On va vraiment comparer le groupe doué et le groupe de comparaison. Donc, pour le threshold, je dirais pas, là, dans le sens où on les sélectionne toujours ou presque toujours par le QI de plus haut que 130. Donc, il n'y a pas, par exemple, un QI là, où tout d'un coup, les besoins changent. Là. Je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Là. On prend vraiment comme l'extrême, comme Marine disait, l'extrême 2%. Puis ensuite, on ne sait pas vraiment jusqu'à où ça se généralise dans la population générale. Là. Mais si vous avez une question plus spécifique à un thème précis, n'hésitez pas à l'écrire. Génial. La deuxième question était de Josiève. Pour Marine, est-ce que c'est possible d'être hypersensible sans être doué ou est-ce que ça va ensemble automatiquement? Non, en fait, il y a 15 à 20% de la population qui est hypersensible et la population douée représente 2-3% de la population générale. Donc, oui, tout à fait, c'est là où il y a des connivences. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de l'importance de passer un bilan neuropsychologique parce qu'on peut avoir des manifestations de douance, un besoin de justice, des hypersensibilités, des hyperesthésies sans être nécessairement doué. La différence, elle se situe vraiment au niveau de la prédominance de la pensée, d'où la terminologie phylocognitif aimer-penser. Les personnes douées ont une espèce d'hyperphagie de connaissances, là, un besoin d'apprendre. Ce sont des personnes soit qui vont lire énormément, soit des personnes qui vont voyager à travers le monde, soit qui vont trouver en tout cas un moyen d'apprendre, voilà, de se stimuler. Il y a vraiment une frénésie au niveau de ce besoin d'apprendre là, de cette grande curiosité. Alors après, c'est complexe parce que la douance peut se manifester. On parle souvent de haut potentiel. Donc, potentiel, ça reste un potentiel qui peut être investi ou non, dépendamment des événements de vie, des périodes de notre vie, etc. Donc, c'est quand même c'est pour ça que je dis à Catherine, c'est un beau défi qu'on fasse une conférence qui dure 45 minutes pour parler de ce sujet-là parce que c'est complexe. Voilà, il y a plein de nuances là qu'on n'a pas pu forcément aborder durant la conférence, mais voilà, grosso modo, ce n'est pas la même chose, mais il y a des connivences. Parfait. On a encore beaucoup de questions. Je vais essayer d'en présenter le plus possible. Elles s'en rajoutent de plus en plus. Question de la part de Camille, qui est à la fois pour Marine et pour Catherine. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, comment est-elle mesurée? L'intelligence émotionnelle là, est souvent mesurée par des questionnaires. Donc, ça va souvent être des questions par rapport à votre aisance dans des situations sociales. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de reconnaître les émotions des autres? Est-ce que vous êtes capable de les réguler? C'est des questionnaires, là, vraiment papier-crayon, puis c'est des questions sur comment on reconnaît les émotions chez les autres, comment on les gère, comment on gère les situations sociales. C'est ça. Fait que ça vient avec certaines limites, ça, c'est certain, là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en recherche, là. Je pense que c'est le message de la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes en recherche, c'est un beau domaine. Puis ce sont des questionnaires qui souvent sont auto-rapportés. Oui, c'est ça. Auto-rapportés, donc la personne va s'auto-évaluer. C'est là où il y a un biais et une limite, en fait, dans le test. Oui. Malheureusement, en psychologie, on mesure souvent les construits par des questionnaires et plus rarement par des mesures objectives, comme en sciences pures, par exemple. Là, on n'a pas une prise de sang pour mesurer nos construits, malheureusement. Parfait. On a une question de Claire maintenant pour Marine. Quand on était à la slide sur les mécanismes, la question est, si quelqu'un présente toutes ces caractéristiques, va-t-elle forcément avoir un QI au-dessus de 130 ou peut-on retrouver toutes ces caractéristiques avec un QI, disons, de 120? Une bonne question. En fait, bon, le QI, là aussi, c'est un construit qui est complexe, c'est un continuum, hein, le QI. Donc, encore là, quand on fait la mesure au niveau neuropsychologique, par exemple, bon, quelqu'un qui va être anxieux peut scorer un petit peu plus bas parce qu'il est anxieux. Alors, bon, aujourd'hui, il y a des mesures qu'on peut faire pour évaluer le QI de la personne si elle n'était pas anxieuse. Donc, des ajustements qu'on peut faire, mais c'est pas marqué dans le sens où c'est pas à partir de 130,
on a vraiment toutes les caractéristiques et à 120, on ne les a pas, on peut les avoir graduellement. La question, c'est si la personne a toutes les caractéristiques, est-ce que ça veut dire que nécessairement elle est à 130 ou plus? Je n'ai pas la réponse, là, je n'ai pas de recherche que j'aurais lue qui porterait sur cette question-là. J'aurais tendance à dire que l'intuition que j'aurais, c'est que ce serait possible d'avoir des manifestations comme telles et d'avoir un QI à 120. Mais encore là, je ne préfère pas nécessairement me prononcer, comme je n'ai pas de données. Mais ouais, il n'y a pas d'études qui ont fait ça, en fait, là, de regarder différents QI puis voir les corrélations avec les différentes manifestations. On n'est pas du tout là, là. On est vraiment dans des études où on sélectionne des participants à plus que 130, puis on n'a pas les données pour répondre à cette question-là, c'est certain, là. Exactement. Mais je pense que ça vaut la peine de mentionner que ce qu'on vous a présenté, c'est peu importe votre QI, de trouver un sens à votre vie, ça peut pas ça peut pas nuire. Dans le sens où, comme toutes les personnes, en général, les êtres humains visent à s'épanouir et à vivre une santé mentale positive. Donc, même si aujourd'hui, notre propos était vraiment plus sur la douance, c'est quand même des phénomènes qu'on peut appliquer chez tout le monde, là. Les forces, de trouver vos forces de caractère, puis de les appliquer dans votre vie. Je veux dire, c'est sûr que ça va vous bénéficier, là, peu importe si vous avez n'importe quel QI. Absolument. Et en fait, les réponses ou les choses qu'on travaille en thérapie avec les personnes douées, il y a beaucoup de choses qu'on travaillerait avec des personnes non douées. Voilà, il y a des connivences. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ça. Il y a pas. Enfin, c'est plus complexe que de dire doué, non doué. Là, voilà, la réalité est plus complexe que ça. Parfait. Elisabeth demande à Marine, est-ce qu'on peut être un mélange philo-complexe et philo-laminaire? Un mélange des deux. Absolument. En fait, c'est souvent un pourcentage. Ils ont vraiment fait des études au niveau des IRM, là, de voir comment les cerveaux fonctionnaient. Puis ils ont remarqué ces deux profils avec des fonctionnements au niveau cérébral qui sont différents. Mais oui, on est souvent un pourcentage de complexe et un pourcentage de laminaire. On peut même mettre 50-50. Donc à ce moment-là, dans certaines situations, c'est plus le complexe qui va prendre le dessus, puis dans d'autres, plus le laminaire. Absolument. Parfait. Je vais prendre une question maintenant de Guillaume. Donc on a parlé de relations personnelles, interpersonnelles. Est-ce que la douance peut avoir un impact sur la vie sexuelle des doués? Est-ce qu'il y a des études à ce niveau-là? Est-ce que tu sais, Catherine, s'il y a des études à ce niveau-là? Je dois avouer que j'ai pas vu d'études à ce niveau-là. J'ai vu des études au niveau de la satisfaction maritale, d'être satisfait de sa relation conjugale, mais pas spécifique à la vie sexuelle, non. Parfait. Est-ce que tu as une idée, Marine? Non. Ben, j'ai une idée clinique, mais tu sais, mon échantillon, il est biaisé puisque ce sont des personnes qui consultent. Donc, nécessairement, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont écrit sur la douance, mais on se rend compte, notamment avec le bouquin de Jeanne Fachin, Trop intelligent pour être heureux, les difficultés qu'on va voir en thérapie, c'est des difficultés d'une personne douée qui est en souffrance à ce moment-là. Donc, je pourrais donner mon avis par rapport à la population que j'ai en consultation, mais je ne suis pas certaine que ce soit représentatif de la population de doués en général. Oui, je vais peut-être ajouter qu'il y a un livre de Monique de Kermadec qui s'appelle Le surdoué et l'amour. Donc, ça peut être quelque chose qui vous intéresse et dans lequel vous pouvez peut-être trouver des réponses à vos questions. Je vais peut-être juste répondre à la question de Marjolaine la première parce qu'elle a répondu dans le chat. Puis, elle voulait savoir en fait si les différences d'ambition de carrière étaient prononcées entre le groupe douance et le groupe contrôle, dans le fond. Puis, elle mentionnait qu'effectivement, on vit dans une société très individualiste et qu'on vise beaucoup la performance, là. C'est vrai. Je pense que ben, c'est sûr qu'il y a une différence, en fait, là, au niveau du niveau d'éducation qui est quand même assez frappante, selon laquelle on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de doués qui vont faire un doctorat ou des études supérieures que dans la population générale. Mais je pense que la différence, en tout cas, à mon sens, elle est plus frappante encore chez les femmes, parce que, comme je mentionnais tantôt, c'est vraiment rapporté là, dans la littérature que les femmes vont prioriser leur carrière. Les femmes qui montrent des signes de douance. Puis, c'est vraiment comme à un niveau très différent de ce qui est vu dans la population générale. Là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a la recension de littérature là, de Ryn et Bishop de 2015 qui en parle, qui est super intéressante, vraiment. Parfait. Justement, une des questions d'un spectateur anonyme sur les différences de genre, c'était être une femme douée, qu'est-ce que ça la change versus être un homme doué?
Oui, j'avais préparé une slide Oui, là-dessus. tu avais une Je belle vais slide. essayer de voir si je suis capable de la mettre Justement, là. pour la différence, il y a plusieurs bouquins. Il y a le bouquin de Monique de Kermadec, Femme surdouée. Il y a aussi, tu parlais du dernier livre de Monique de Kermadec sur l'amour. Il y a aussi Ariel Ada qui a écrit La quête amoureuse chez l'adulte doué. Donc là, il parle un petit peu des différences de genre, puis l'impact en fait sur la manière dont les personnes vivent leur douance notamment. Oui, ben c'est ça la slide que j'avais préparée. Là, dans le fond, ça dit ce que j'ai dit avant, mais ça dit aussi que les femmes douées vont atteindre un niveau d'éminence qui est inférieur aux hommes doués. Donc, on voit qu'il y a vraiment des différences sexuelles quand même vraiment très importantes. Puis, on mentionne que c'est sûr que le fait d'avoir une famille pour les femmes, ça va les ralentir dans leur carrière. Puis, vraiment, là, chez les femmes, le lien entre la carrière, la famille puis la satisfaction de vie, c'est vraiment des choses qui sont interreliées. Puis ça me tentait aussi de mettre le livre, le nouveau livre de Florence Mini sur les femmes chercheurs au Québec, parce que je trouve ça super intéressant. Puis ça peut peut-être nous donner quelques idées par rapport à ça. Parfait. Je pense qu'on va devoir terminer bientôt. Il y a une question, on va dire, pratique qui est revenue beaucoup, beaucoup. On va dire, c'est est-ce qu'on va avoir accès à la présentation, qu'elle soit visuelle, ou présentation PDF, ou présentation PowerPoint? Est-ce qu'on peut y avoir accès après le webinaire, s'il vous plaît? Oui, hein? Je pense que oui, Catherine, oui. Ben, en fait, l'enregistrement puis les slides, d'habitude, les diapositives là, sont disponibles sur le site de la CPPA pour les membres. Donc, c'est ça, pour l'instant, c'est accessible pour les membres de la CPPA, mais je pense que vous pouvez nous envoyer un courriel si jamais. Parfait. Et pour les questions qui restent, est-ce que vous avez besoin d'en prendre encore une ou deux? Mais je pense qu'il va falloir fermer la séance là, parce que ça se terminait à 8 heures. Mais je voulais dire aussi que je vais mettre les références du PowerPoint de moi et Marine aussi sur mon site web là, au ccpaquet.com si jamais vous voulez aller chercher de l'information, que ce soit les livres, les formations ou les références scientifiques. Parfait. Génial. Ben, je vous remercie vraiment, Marine, Merci. pour cette vraiment très belle présentation. Vous avez beaucoup appris, très intéressante. Et merci à vous tous pour votre participation en si grand nombre et toutes vos questions. Oui, puis on peut peut-être rappeler qu'on va faire le recrutement pour les prochains ambassadeurs étudiants de l'Association canadienne de psychologie positive dès le mois de mai. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire pour ça. Et merci, Emeline, aussi. Oui, merci, Emeline. Bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée. Merci d'être venue. Au revoir. Au revoir.